Mon patient est en fin de vie et souffre inutilement. Je suis médecin et je peux l'aider en abrégeant ses souffrances. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, telles ont été les pensées du docteur Bonnemaison. Fils de médecin, Nicolas Bonnemaison s'est dirigé vers des études de médecine. Sorti d'école, il a été employé au centre hospitalier de Bayonne, dans le service des urgences, avant d'être placé à la tête de l'unité d'hospitalisation de courte durée, zone tampon où les patients restent en général moins de 24 heures avant d'être orientés. Bien connu et ayant une bonne réputation dans le milieu médical, le docteur Bonnemaison n'avait jamais eu aucun problème jusqu'à ce jour du 9 août 2011. En effet, depuis quelques mois, ayant des doutes sur ses pratiques médicales, des infirmières, des aides-soignantes l'observent au quotidien. C'est alors que le 3 août 2011, l'une d'elles déclare l'avoir vu entrer, seringue en main, dans la chambre d'une patiente âgée de 92 ans. Admise la veille, cette dame était dans le coma, mais encore en vie lorsque le docteur pénétra dans sa chambre. Et pourtant, quelques minutes après, lorsqu'il en est ressorti, cette dame était décédée. Alors oui, elle avait 92 ans, elle était dans le coma, elle était en fin de vie. Mais ces faits ont accru les interrogations des soignants. Ils ont alors décidé de réagir en faisant part de leurs doutes à la direction de l'hôpital ce 9 août 2011. Après une enquête interne, l'hôpital a choisi de faire un signalement auprès du procureur de la République. Placé en garde à vue, le docteur Bonnemaison n'a pas cherché à dissimuler la vérité, mais a tout simplement reconnu avoir abrégé les souffrances de patients en fin de vie. À ce jour, si une seule famille s'est portée partie civile, le ministère public a lui tranché et a décidé de mettre en examen le docteur Bonnemaison pour empoisonnement sur personne particulièrement vulnérable. À la possible découverte d'un 9e cas, le ministre de la Santé a quant à lui suspendu le docteur et a engagé une procédure disciplinaire. Pour autant, ces actes ont divisé ses pairs. Le Conseil national de l'ordre des médecins ayant porté plainte, contrairement à l'ordre départemental. Car en France, la question de la fin de vie pose toujours difficulté et continue d'être débattue. Un médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son patient par des moyens appropriés à son état et doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable, article 37 du Code de déontologie médicale. Cependant, s'il peut, et même doit le soulager, et ne pas s'obstiner de façon déraisonnable, reste qu'en pratique, son décès arrivera inéluctablement à plus ou moins court terme. La frontière est donc délicate. Un médecin doit soulager son patient, mais ne doit pas aller au-delà. Il ne doit pas provoquer délibérément sa mort. En effet, si la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à tout individu un droit à la vie, dans son article 2, elle ne reconnaît pas un droit à la mort, que ce soit de la main d'un tiers ou avec l'assistance d'une autorité publique. D'ailleurs, dans l'arrêt Preti contre Royaume-Uni du 19 avril 2002, la Cour européenne des droits de l'homme s'est refusée à autoriser l'euthanasie active. Mais alors pourquoi un tel refus? Certes, il n'existe pas de droit à la mort alors qu'il existe un droit à la vie. Mais il existe un droit à la dignité humaine. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prohibe la torture et les traitements inhumains et dégradants, et ce, au nom de la dignité humaine. Ce principe est par ailleurs affirmé dès le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
qui indique que la dignité humaine est inhérente à tous les êtres humains. Alors comment concilier le droit à la vie et le respect à la dignité humaine lorsque la fin de vie survient? La France a tenté de trouver des solutions pour répondre à cette question. Dès 1978, une proposition de loi relative au droit de vivre sa mort a été déposée, mais celle-ci fut refusée. Par la suite, d'autres propositions ont été formulées, mais elles ont suivi le même chemin. Dans les années 1980, les choses commencèrent toutefois à évoluer. Un pas étant franchi avec l'émergence de l'idée de soins palliatifs. Mais légalement, il a fallu attendre encore 12 ans pour que le droit aux soins palliatifs soit reconnu. La loi du 9 juin 1999 a en effet ajouté cette notion d'accompagnement et a accordé aux soins palliatifs une place importante au sein des hôpitaux. En 1987, la première unité de soins palliatifs a été créée. Certes, il s'agissait d'un progrès en matière de fin de vie. Mais cette loi restait muette sur le droit à une mort digne. Oui aux soins palliatifs, oui à l'accompagnement. Mais qu'en était-il du droit à une mort digne? Face à la persistance de cette interrogation, et suite à l'affaire bien médiatisée de Vincent Humbert, jeune paralysé, muet et presque aveugle, ayant demandé le droit de mourir, il fallait réagir. À l'issue d'une mission d'information présidée par le député Leonetti, la loi du 22 avril 2005 a été votée. Elle garantit des soins raisonnables et attentifs à la souffrance des malades et écarte de manière expresse la légalisation de l'euthanasie. En France, l'accompagnement des personnes en fin de vie est ainsi légalisé, alors que l'aide active à mourir est strictement prohibée. Il est donc possible d'administrer des substances pour soulager une personne, mais il est impossible d'administrer des substances qui donneront directement la mort. Concrètement, aider à ne pas souffrir, oui. Laisser mourir dignement, oui. Mais aider à mourir, non. Alors de quel droit peut-on refuser à une personne l'aide d'un tiers pour mettre fin à ses jours s'il ne peut le faire seul et que la mort est imminente? Certes, il est possible de redouter des dérives en cas de légalisation de l'euthanasie. Mais doit-on continuer ainsi en fermant les yeux? Ou ne faudrait-il pas mieux réglementer cette question pour l'encadrer strictement? Légaliser l'euthanasie ne reviendrait pas à délivrer un permis de tuer si parallèlement des conditions et des limites étaient posées. Un autre élément doit aussi être pris en compte. L'euthanasie et le suicide assisté ont été légalisés dans certains pays d'Europe. L'euthanasie est autorisée aux Pays-Bas depuis 2001, en Belgique depuis 2002, et le suicide assisté est admis en Suisse. D'ailleurs, il ne faut pas être naïf et nier la réalité. Si aujourd'hui ces pratiques sont prohibées en France, elles restent une réalité pour certains individus qui n'hésitent pas à se rendre à l'étranger lorsqu'ils sentent la mort approcher, afin d'être aidés à partir, comme ils le désirent. Et si certains font le choix de s'expatrier pour mourir, ce n'est pas le cas de tous. Même si cela ne se dit pas, ne se voit pas, certaines personnes, médecins, membres de la famille ou tiers, bravent la loi face à la souffrance et à la demande des individus, en allégeant radicalement leur souffrance. Alors bien sûr, ce n'est pas parce que certains individus ont aujourd'hui recours illégalement à ces pratiques qu'il faut les autoriser. Mais il est important de ne pas fermer les yeux sur cette situation. S'il n'existe pas de droit à la mort, il existe un droit à la dignité, et à ce titre, il n'est pas possible de laisser de tels actes se produire clandestinement.
il est impératif de confronter le droit à la réalité. Les principes humanistes enseignent que l'homme peut prendre des décisions sur sa propre vie, mais aussi sur sa propre mort. Or, en matière de fin de vie, ce droit est refusé à l'homme. S'il ne peut mettre fin seul à ses jours, un homme ne dispose pas du droit de choisir sa mort. Mais alors, ou de sa dignité? Que fait-on du droit au respect de la vie privée posé par l'article 8 de la Convention? Ce n'est pas pour vous influencer que je vous dis cela. Je ne sais même pas comment je réagirais dans une telle situation. Mais il est important que nous y réfléchissions tous pour qu'une telle interrogation ne reste pas sans réponse. En plaidant cette cause, aujourd'hui, face à vous, je souhaite que vous preniez conscience de la réalité en matière de fin de vie, que vous braquiez la lumière sur les interrogations qui perdurent, la lumière qui évitera à des êtres humains de décéder clandestinement ou de voir leur volonté non respectée, la lumière qui permettra de répondre à cette question qui demeure. Faut-il faire de la mort digne un droit de l'homme ou le dilemme du médecin ?